Alors, comme je vous le disais, bien entendu, cela m'a permis de faire des recherches pour voir un petit peu ce qu'il en était des traitements, des possibilités pour mieux prendre en charge nos patients. Et j'avoue que sur certains moyens thérapeutiques, bien entendu, on va apporter des choses, mais nouvelles notamment, mais surtout voir aussi ce qu'on peut faire pour améliorer l'existant. Alors, je crois qu'il y a de cela, il y a un certain nombre de données qui probablement nécessitent qu'on s'y attarde, et notamment, vous le savez mieux que moi, cette maladie dont la fréquence est de 5 à 10% dans la population mondiale a incontestablement connu des progrès certains en termes de diagnostic, de prise en charge, et que vous savez, le rôle central de certaines cytokines pro-inflammatoires et de protéases qui aboutissent à des dégâts structuraux importants, eh bien, ces cytokines ont fait l'objet d'un rationnel de développement de thérapeutiques qui les cible. Il n'en reste pas moins, comme on en a parlé tout à l'heure, que certains patients ne sont pas complètement améliorés et que si l'objectif final est la rémission, eh bien vous le voyez, seuls 10 à 15% des patients dans des séries occidentales arrivent à la rémission, ce qui n'est pas énorme, bien entendu. Alors, on va commencer tout d'abord par rappeler, et c'est probablement aussi important, les patients qui échappent au traitement. Alors, j'ai pris ici une étude japonaise, et vous le voyez, vous avez alors ces pourcentages de patients qui sont entre 40 et 65% qui échappent à ces traitements au terme des 3 premières années de biologique. Alors, et c'est donc sur ces pourcentages-là que nous allons nous attarder, bien entendu, et surtout que nous allons proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. Alors ici, dans la série japonaise, l'étude japonaise plutôt, il était question des 5 anti-TNF, de l'abatacept et du tocilizumab, et les réponses, évidemment, étaient certainement un peu meilleures pour certains biologiques que pour d'autres, mais je crois que là n'est pas le propos. Le propos, il est plus dans celui de voir le pourcentage de non-répondeurs. Éléments et autres études intéressantes, c'est celle ici qui regroupe les données de 3 pays, Grande-Bretagne, France et Allemagne, et vous le voyez, vous avez, alors aussi bien dans le groupe qui est traité par différents types d'inhibiteurs du TNF, vous avez quand même un pourcentage qui est de l'ordre de 40 à 50% à peu près de répondeurs, on va dire, modérés ou alors de mauvais répondeurs. Et de ce fait, donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut proposer à cette catégorie de patients. Alors, la première des choses que je vais aborder, ça va être de voir est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité des traitements existants. Or, vous le connaissez, ça ne marche pas du tout, vous le connaissez, je vais l'aborder avec vous ici, très rapidement, mais c'est intéressant de le rappeler, le méthotrexate, la pierre angulaire du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Regardez ce qui se passe quand on donne du méthotrexate par voie sous-cutanée et par voie orale. Et c'est surtout ce petit encadré sur lequel je voudrais revenir. Dans l'étude de Hazelwood, vous le voyez, 49% de gens qui sont sous-cutanés, et quelle que soit la dose, hein, c'est cumulé, et or, on sait à partir de 15 mg par semaine, il est préférable de passer à la voie sous-cutanée pour des raisons de pharmacocinétique du produit. Regardez, près de la moitié de la population en sous-cutané change de traitement en cas d'inefficacité, alors que plus des 3/4 le font lorsque les patients sont sous voie, bien entendu, orale. Deuxième type de piste thérapeutique, est-ce qu'on peut proposer des combinaisons? Et là aussi, on va revenir sur certains classiques. Vous le savez, il y a eu il y a quelques années, mais véritablement beaucoup d'enthousiasme pour la triple thérapie, c'est-à-dire méthotrexate, sulfasalazine et hydroxychloroquine. Et cet auteur qui est Odell, que vous connaissez bien puisqu'il a été à l'origine d'un certain nombre de papiers aux États-Unis, eh bien cet auteur avait incontestablement mis sur le même plan la triple thérapie et les biologiques.
En fait, il revient un petit peu dans des papiers plus récents, parce que certes, c'est vrai que quand on parle de polyarthrite rhumatoïde précoce, ou du moins diagnostiquée assez précocement, vous le voyez, il avait défendu cette thèse-là, mais dans cette étude, eh bien, ce sont des polyarthrites rhumatoïdes qui sont diagnostiquées précocement, mais qui sont relativement agressives sur la base d'un certain nombre de critères. Eh bien, ce qui ressort dans cette étude, c'est que lorsqu'on traite les patients, et ils ont fait 4 groupes, ils ont identifié 4 groupes de patients, l'un à qui ils ont donné l'étanercept d'emblée devant ces caractéristiques d'agressivité, un deuxième groupe à qui ils ont donné une tripthérapie d'emblée, et 2 autres groupes où ils ont commencé par le méthotrexate avant de passer à l'étanercept en cas de non-réponse à 3 mois, ou à la triple thérapie, donc en adjoignant bien entendu les 2 autres produits dont j'ai parlé. Et vous le voyez, ils partent de DAS28 très élevé, puisqu'on est aux alentours de 5-8 de DAS28, et dans les 4 groupes, que ce soit l'étanercept dans l'immédiat ou secondairement, ce sont les carrés, ou la tripthérapie immédiate ou dans un second temps, on a quand même une baisse incontestable sur 2 ans du DAS28, mais sans atteindre, vous le voyez, regardez, on reste aux alentours de 3, sans atteindre véritablement une réponse. Alors, ces auteurs montrent bien dans l'analyse qu'il y a incontestablement, lorsqu'on donne au départ la triple thérapie en gris ou bien l'étanercept au départ en foncé, il y a une différence significative avec les groupes qui sont secondairement, bien entendu, dans ce qu'on appelle le step-up thérapie. À 2 ans, c'est à peu près équivalent. À 6 mois, ça reste toujours supérieur pour la CR50, le premier étant la CR20. Mais par contre, ce qui ressort de cette étude, et ça c'est très important, c'est que, et cet auteur insiste bien, c'est que la progression structurale est plus importante dans le groupe triple thérapie. Et ça, bien entendu, on le savait, mais je crois qu'il fallait qu'il l'annonce lui-même, puisque l'exploration à 2 ans de la progression structurale montre bien cela. Alors, autre combinaison intéressante peut-être pour nous, c'est celle du méthotrexate et du denosumab. Et ce sont les Japonais qui se sont lancés là-dedans. Alors vous allez voir, les dosages sont assez impressionnants puisqu'ils ont pris 4 groupes de patients, à peu près de 80 à 85 d'entre eux, un groupe placebo, un groupe 60 mg comme on le fait dans le traitement de l'ostéoporose, c'est-à-dire semestriellement, et 2 autres groupes où les injections étaient faites à 3 mois ou à 2 mois, sur 1 an, et ils ont étudié. Alors les critères premiers, c'était la progression structurale et surtout le score érosion en matière du Sharp score, et bien entendu l'étude de la masse osseuse, de la BMD, au rachis lombaire et dans la hanche et au niveau de la hanche totale. Et ce qui ressort très clairement, c'est que lorsqu'on utilise, vous le voyez en vert, le denosumab tous les 2 mois, il y a incontestablement un ralentissement et l'absence de progression structurale à 1 an chez ces patients-là, ce qui est quand même intéressant. On la retrouve aussi dans les autres groupes comparativement au placebo, mais incontestablement, c'est ce qu'on gagne. Alors dans le score, évidemment, épaisseur de l'interligne, c'est moins le cas. Par contre, et ça on s'y attendait bien, c'est l'amélioration du score, donc de la masse osseuse, BMD, au niveau aussi bien du rachis lombaire que de la hanche totale. Alors, sur 1 an, c'est mené, il n'y a aucune fracture atypique du fémur, il n'y a pas non plus d'ostéonécrose, mais c'est peut-être trop tôt pour se prononcer, et ils l'annoncent bien dans l'article, ils disent bien qu'ils vont surveiller évidemment ce type d'effet secondaire. Autre association intéressante, toujours le même japonais, Takeuchi, c'est le tacrolimus. Alors, ils ont pris un groupe de patients, vous le voyez, 624. Ils ont laissé le méthotrexate, ils ont adjoint un biologique. Alors, vous le voyez, différentes catégories de biologiques, étanercept, aussi, abatacept, les anti-TNF, pardon. Et à 3 mois, quand ils évaluent l'efficacité des produits et qu'ils voient que ça ne marche pas, ils ajoutent le tacrolimus.
Et je crois que c'est peut-être il y a évidemment une augmentation de risque puisque une bonne partie des patients sont quand même sous méthotrexate. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent d'un petit peu la dose de méthotrexate, c'est-à-dire aux alentours de 10 mg semaine, et ils ajoutent le tacrolimus. Alors je vous rappelle que le tacrolimus ou Prograf est utilisé, est un des inhibiteurs de la calcineurin qui est utilisé dans le traitement en particulier de la prévention du rejet des greffes, quelles que soient les greffes, il y en a un certain nombre qui sont utilisés. Et ils identifient 3 groupes de patients qui sont ici, ceux qui à 3 mois gardent un faible niveau d'activité, ceux qui gardent un niveau modéré d'activité et ceux qui sont en mauvaise, bien entendu, niveau d'activité en se basant sur le SDAI. Vous le voyez, supérieur à 26, 11 à 26 et 3,3 à 11. Et là, regardez, à 12 semaines, avec ce qu'ils appellent le add-on tacrolimus, à 12 semaines, eh bien, ils récupèrent quand même 29,2 puis 36% de patients qui sont en rémission. Pareil pour le groupe modérément actif, mais là aussi les pourcentages sont plus faibles, ils en récupèrent quand même quelques-uns. Et même de réponse modérée, ce qui peut être une alternative, mais j'avoue que quand on voit les effets secondaires chez ces patients qui sont à la fois sous méthotrexate biologique, alors il y a une élévation, évidemment, on s'y attend bien, des effets secondaires d'ordre infectieux. Alors maintenant, je vais aborder quelque chose qui est actuellement bien connu, les TD-MARS, alors, et en particulier donc ce groupe de patients qu'on appelle, ce groupe de produits, pardon, qu'on appelle les inhibiteurs de JAK. Alors, je ferai un rappel du tofacitinib qui est connu déjà depuis quelques années, commercialisé, utilisé, alors pas chez nous, mais dans beaucoup de pays, vous le voyez, le tofacitinib, juste pour rappeler que ce sont des inhibiteurs de JAK et qui permettent évidemment de moduler un certain nombre, d'éviter que la transmission des signaux des récepteurs d'un certain nombre de cytokines qui interviennent, vous le savez bien, dans l'activation, la prolifération et la fonction de lymphocytes. Alors on va commencer par le tofacitinib, qui est un inhibiteur de 3-JAK. Ensuite, on dira un mot du baricitinib, parce qu'il y a une étude intéressante menée par les Suisses, et une petite plaque sur le filgotinib. Alors tout de suite, le baricitinib, pour dire, vous le voyez, que dans un certain nombre d'études, comparé au placebo, évidemment, il fait mieux et incontestablement en termes ici d'ACR 20 à 24 semaines, 6 mois. Lorsqu'on voit cette étude qui a été très largement menée aux États-Unis pour la surveillance post-marketing sur 3 ans, un petit peu sur l'ensemble des pays qui utilisent le tofacitinib, eh bien vous le voyez, il y a essentiellement des effets secondaires d'ordre infectieux, mais pratiquement qui restent très très faibles en fait par rapport évidemment aux autres biologiques en particulier. Aux biologiques, pas aux autres biologiques, mais aux biologiques. Alors, autre étude intéressante, toujours sur le tofacitinib, vous le voyez, un autre TSDMARD, c'est le baricitinib. Et ici, c'est une étude américaine, et vous voyez, effet positif alors, du baricitinib sur un certain nombre de critères. Le HAC, la CRP, le DAS28-CRP et VS, et bien entendu sur les scores radiologiques. Alors cette étude a comporté 2 groupes de patients. Ce sont les Américains et ce qu'ils appellent le reste du monde. Alors le reste du monde, c'est tous les pays, évidemment, qui utilisent le baricitinib. Et vous le voyez, 92 dans la cohorte américaine, 624 dans le reste du monde, avec donc un groupe placebo et un groupe baricitinib. Et regardez ce qui ressort. Eh bien, ce qui ressort, c'est qu'on a l'impression globalement que ça marche mieux dans le reste du monde que chez les Américains. Les auteurs étant américains, ils concluent tout de même que certes, ça marche mieux incontestablement lorsqu'on voit les différentes, vous le voyez, critères DAS28-CRP à 12 semaines, à 24 semaines, le HAC à 12 semaines et à 24 semaines, mais ça reste à peu près équivalent en fait dans les 2 populations, mais on sait bien pourquoi. Alors la deuxième étude qui porte sur le 3e T
T. Dimarts que je vais vous rappeler, mais très brièvement, c'est le filgotinib qui, lui, a été essayé, vous le voyez, sur la base d'un certain nombre de critères premiers, ACR 20, 50 et 70, et qui montre, là aussi, de l'efficacité, aussi bien sur ces critères-là que sur le DAS28 et le HAC, utilisés à différents dosages, mais il n'est pas encore largement, j'allais dire, commercialisé. Alors, y a-t-il maintenant, si je quitte le domaine des targeted DMARDs, est-ce qu'il y a d'autres thérapeutiques qu'on peut proposer? Oui, parmi les biologiques. Alors, je montrerai rapidement un des biosimilaires, puisque c'est par eux que je vais commencer. Et vous le voyez, incontestablement, ce biosimilaire de l'adalimumab, je ne le rapporte que lui, vous le voyez, qui ont pratiquement une séquence d'acides aminés identique, vous le savez, à l'original, eh bien, incontestablement, montre des effets qui sont similaires. Alors, que ce soit en termes de DAS28, comme ici, c'est assez identique à l'original, ou que ce soit en termes d'ACR20. Et c'est intéressant sur cette étude qui, bien entendu, porte sur les 24 premières semaines de traitement. Les autres biologiques, parmi les autres biologiques, ce seront essentiellement les anti-interleukine 6. Et je vais commencer par une étude suisse menée par Sem Gabé. Vous le voyez, sur le sarilumab. Alors, le tocilizumab est un anti-récepteur de l'interleukine 6. Le sarilumab et le sirukumab qu'on va envisager sont des anti-interleukine 6. Alors, cette étude était intéressante parce que, vous savez, ils avaient mené une première étude, un essai contrôlé randomisé contre placebo, avec 2 dosages du sarilumab, 150 et 200 toutes les 2 semaines, en plus évidemment du C-Dimarts, contre placebo. Vous aviez 3 groupes d'à peu près 180 patients, et ils ont identifié 3 sous-groupes de 97 chacun, où ils ont exploré un certain nombre de biomarqueurs biologiques, ce qui fait l'originalité de cette étude. Alors, lesquels de biomarqueurs? Eh bien, essentiellement les marqueurs de dégradation du cartilage et d'inflammation de la synoviale. Alors, ici, c'était simplement pour montrer les différentes données de réponse de ces 3 groupes, avec, bien entendu, une excellente réponse dans les groupes sarilumab par rapport au placebo. Mais voici les marqueurs qu'ils ont étudiés. Alors, j'insisterai surtout sur les marqueurs de dégradation du collagène, les voilà, les marqueurs de dégradation osseuse en particulier, et le rank ligand, et voilà les données. Incontestablement, regardez, sur la CRP, à 2 semaines et à 24 semaines, incontestablement, bon résultat sur la CRP dans les 2 dosages. Pareil pour ce qui est des autres, j'allais dire, critères d'études, en particulier les métalloprotéases, le rank ligand un petit peu moins, mais surtout les marqueurs de dégradation du collagène qui sont témoins de l'inflammation synoviale. Et vous le voyez, ce qui était très intéressant dans cette étude, c'était de montrer aussi que ces marqueurs se normalisaient. J'en veux pour preuve, regardez, pour la CRP, pratiquement à la semaine 24, 84% des patients avec le dosage le plus élevé, vous le voyez, avaient normalisé leur CRP. Pareil pour ce qui est du rank ligand, mais c'est beaucoup plus marqué pour ce qui est des marqueurs de dégradation du collagène, puisque les pourcentages sont assez élevés. Alors, autre anti-IL-6, le sirukumab, équipe japonaise, ça s'appelle la SIRAND Study. Alors là aussi, les critères sont incontestablement bons. Et je vous rappelle que ces sujets, pareil, sont quand même, malgré que ça soit un anti-IL-6, sont quand même sous traitement conventionnel associé, en l'occurrence le méthotrexate principalement. Et là, que ce soit en termes d'ACR20 ou bien entendu d'ACR 50 ou 70, et il y avait une réponse. Mais surtout, regardez la réponse radiologique, vous le voyez, score érosion, score pincement cartilagineux, là aussi, il y avait, pincement de l'interline, pardon, il y avait incontestablement une réponse. Alors, j'en viens à ma dernière partie, à savoir les nouvelles pistes thérapeutiques. Eh bien, il y a une piste qui semble intéressante, c'est celle
de cibler le GM-CSF, vous savez, ce marqueur. Voilà. C'est parfait. Ce marqueur, ils l'ont transféré de l'autre côté, ce marqueur, vous le voyez, qui témoigne qui est un marqueur pro-inflammatoire et qui est, bien entendu, qui intervient dans la prolifération et l'activation des lymphocytes et d'un certain nombre d'autres cellules mononucléées. Et vous le voyez, dans cette étude menée, une étude de phase 2, où on recherchait les critères ACR20 avec le mavrilumab qui était administré à la dose de 100 mg, et bien regardez, comparé en head-to-head au golimumab, réponse ACR20, réponse ACR50 et 70, incontestablement, il fait aussi bien. En termes de HAC également, et c'est peut-être aussi une voie ouverte à de nouvelles, j'allais dire, perspectives thérapeutiques. Quel en sera le prix? Ça, c'est une autre discussion. J'imagine qu'on va se retrouver là aussi avec des factures assez élevées. Alors, je voudrais évacuer rapidement 2 études parce qu'elles sont importantes. Un produit que vous connaissez maintenant puisqu'on a commencé à l'utiliser, le secukinumab, dans le rhumatisme psoriasique, le psoriasis et les spondyloarthrites, et étude menée dans la polyarthrite rhumatoïde après échec des anti-TNF, et vous le voyez, comparativement, eh bien, écoutez, à 150 et 75 mg, ça semble donner quelques résultats, mais qui semblent s'épuiser avec le temps. C'est ce qui ressort de cette étude sur le secukinumab utilisé dans cette indication-là. Deuxième produit, bien entendu, c'est là aussi on a tenté de les utiliser, c'est l'ustekinumab et le guselkumab, vous connaissez, ce sont des anti-IL-12-23, utilisés notamment dans certaines maladies digestives, mais aussi dans des spondyloarthrites. Eh bien, vous le voyez, ils ont été utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde, mais on peut quasiment dire sans grand succès puisque les résultats sont comparables à ceux du placebo. Alors j'en termine avec les quelques espoirs qui vont être ouverts. Premièrement, sur certaines protéines qui sont des cibles, en particulier pour toucher les macrophages de type M1, qui sont des macrophages qui interviennent pour une large part dans les processus pro-inflammatoires. Et il y a actuellement beaucoup d'études dans ce domaine-là. Et puis, il y a d'autres et des nouveaux anti-CD20 qui semblent là aussi pouvoir permettre d'apporter de l'espoir en termes de prise en charge. Alors, il y en a qui ont été retirés parce qu'ils ont été à l'origine d'effets secondaires importants, mais il faut le savoir, il y en a quand même un certain nombre qui sont à laisser. Les anti-IL-20, pareil, font l'objet, puisque l'interleukine 20 a été identifié également comme ayant une part dans l'inflammation. Donc voici un petit peu les autres pistes à l'étude. Mais je crois qu'il y a une piste sur laquelle je conclurai et qui me semble la plus importante, c'est celle d'identifier les bons traitements pour les bons patients. Et à ce propos, c'est peut-être aussi intéressant de revenir sur ce qui se fait actuellement en termes d'identification de facteurs prédictifs, justement, de réponse à ces traitements. Et c'est peut-être par là que passe le progrès, c'est-à-dire quels vont être les bons répondeurs au méthotrexate, puisque là aussi il y a des facteurs qui sont identifiés en matière de méthotrexate, quels vont être ceux qui vont répondre aux biologiques et notamment aux anti-TNF, ceux qui vont répondre à l'IL-6 et aux anti-IL-6 et ainsi de suite. Et donc je voudrais vous remercier pour votre attention. En tous les cas, j'ai pris un plaisir énorme à lire la littérature. J'espère que je vous l'aurai fait partager. Je vous remercie pour votre attention.